Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. 10 experts ont échoué, mais une simple femme de ménage a tout résolu en 1 minute, et a changé la vie d'un millionnaire. Dans le cœur vibrant de Manhattan, au croisement de la 5 avenue et de Lexington, se dressait la tour Grant et Carter. Avec ses lignes futuristes en verre fumé et acier poli, elle dominait l'horizon comme un totem de puissance moderne. Symbole de la réussite américaine, la tour abritait les quartiers généraux de grande industrie, conglomérat multisectoriel aux ramifications allant de la technologie médicale à l'intelligence artificielle, en passant par les infrastructures internationales. La tour n'était pas seulement un siège d'entreprise, c'était une forteresse d'innovation et de prestige. Chaque étage avait été conçu sur mesure, avec des matériaux importés, une décoration élégante, et une sécurité défiant les agences gouvernementales elles-mêmes. Au sommet de cet empire, Michael Grant, 48 ans, homme d'affaires à la réputation aussi brillante que redoutable. Visionnaire, froid, exigeant, il avait bâti sa fortune à coups d'intuition fulgurante, d'acquisitions audacieuses et de décisions impitoyables. On disait de lui qu'il pouvait détecter un mauvais partenariat à la poignée de main. Une réunion stratégique, programmée depuis plus de 6 mois, devait avoir lieu au 47 étage, dans la salle Orion, un espace ultramoderne réservé aux négociations de haut niveau. Michael y attendait une délégation d'investisseurs venus de Tokyo, représentant le consortium Mitsuzaka, géant de la robotique et de l'électronique de pointe. Leur partenariat potentiel était estimé à plus de 300 millions de dollars et ouvrirait à Grant Industries les portes du marché asiatique. Tout devait être parfait. La sécurité avait été triplée. L'équipe d'assistants avait vérifié chaque document, chaque projection, chaque détail technique. Le café devait être japonais, la température de la salle ajustée à 21,5 degrés Celsius, comme demandé par le chef de délégation. Rien n'était laissé au hasard. Alors que les techniciens effectuaient un dernier contrôle dans la salle Orion, le système de sécurité biométrique, un modèle de dernière génération, tout droit venu d'un laboratoire suisse, déclencha brutalement le protocole de verrouillage total. En une fraction de seconde, les lourdes portes blindées de la salle se fermèrent dans un sifflement métallique. Le voyant rouge clignota. L'accès fut immédiatement refusé à tous les niveaux d'identification, badge, empreinte digitale, code d'urgence, reconnaissance faciale, rien ne répondait. Le personnel resta d'abord figé, croyant à un test interne. Mais lorsqu'ils réalisèrent qu'aucun code de réinitialisation ne fonctionnait, que les télécommandes internes restaient muettes, et que la salle était complètement isolée, y compris du réseau électrique secondaire, la panique s'installa. Dès 10 heures, Michael Grant fit appel aux meilleurs spécialistes. Dans la salle de contrôle ultramoderne du 47 étage, les écrans clignotaient, des flux de données s'affichaient à toute vitesse, mais rien ne semblait résoudre le problème. Michael n'avait pas perdu de temps. Il convoqua en urgence 10 experts triés sur le volet, chacun reconnu dans son domaine. Parmi eux, Ethan Caldwell, ingénieur informatique diplômé du MIT, spécialiste des systèmes de sécurité avancés, réputé pour son esprit analytique et son calme face aux crises. Sarah Klein, ancien agent de la cybersécurité du gouvernement américain, vétéran des interventions en cyberattaque, à la fois froide et méthodique. Yossi Abramov, cryptographe israélien, expert en codage et décryptage, connu pour ses succès dans la lutte contre le piratage industriel. Et enfin, Dr. Henry Larsen, l'un des concepteurs du système biométrique GX-92, appelé en hélicoptère depuis Boston, rare occasion où il accepta de quitter son laboratoire. David Mercer, responsable de la sécurité de la tour depuis 7 ans, était en sueur. Son visage pâle et tendu trahissait l'angoisse. Il tourna vers Michael. « Monsieur Grant, on a tout essayé. Les protocoles manuels, les accès alternatifs, les codes de déblocage d'urgence, rien. Le système ne reconnaît aucune commande extérieure. On dirait qu'il se croit attaqué. » Il a verrouillé la salle comme s'il détectait une intrusion hostile. Michael, les bras croisés, le regard dur, répondit sans hésiter. « Je veux que cette porte soit ouverte avant 15 heures, quel qu'en soit le prix. Ce contrat, c'est 300 millions de dollars qui partent en fumée sinon. Faites ce qu'il faut,
même si ça signifie démonter tout le système. Les heures s'égrenèrent dans un balai effréné. Les experts s'installèrent autour des consoles, branchèrent ordinateurs portables dernier cri, et se plongèrent dans les entrailles du système. Les câbles s'entremêlaient au sol, créant un réseau labyrinthique entre écrans, serveurs et appareils de diagnostic. Des lignes de code défilèrent en continu, des tests furent lancés à répétition, et des hypothèses formulées à voix basse. Mais le système, lui, restait implacable. Petit à petit, la confiance s'érode. Les regards se croisent, les sourcils se froncent. Les ingénieurs, sous pression, commencent à s'accuser mutuellement d'erreurs. Un murmure nerveux monte dans la salle, bientôt couvert par des soupirs frustrés et des coups de poing sur les tables. Le calme initial fait place à une panique silencieuse, palpable dans l'air chargé d'électricité. Michael, dans son bureau adjacent, reçoit des appels incessants. La pression médiatique commence à se faire sentir. Il sait que chaque minute qui passe éloigne la signature du contrat. Pendant ce temps, au bout du couloir, une femme passait inaperçue. À l'écart de l'agitation et des cris feutrés des ingénieurs débordés, une silhouette modeste avançait en silence. Maria Coleman, 57 ans, poussait lentement son chariot d'entretien, les roues grinçant à peine sur le sol marbré. Son uniforme vert et blanc, un peu trop grand pour elle, se fondait dans le décor aseptisé de la tour Grant et Carter. Un badge effacé, une chevelure grisonnante tirée en chignon, des mains calleuses mais précises. Cela faisait 11 ans qu'elle travaillait ici. 11 années à faire briller les couloirs, désinfecter les salles de réunion après les conférences prestigieuses, vider les corbeilles remplies de papiers confidentiels qu'elle n'avait jamais lus. Elle connaissait chaque étage, chaque placard technique, chaque bruit anormal des systèmes de ventilation. La tour n'était pas pour elle un bâtiment de verre, c'était une seconde maison, parfois plus stable que la sienne. Maria était invisible. Elle le savait. Les cadres la croisaient sans la voir. Les secrétaires lui disaient à peine bonjour. Pourtant, elle écoutait. Toujours. Pas par curiosité mal placée, mais par instinct, par habitude, par respect silencieux pour tout ce qui se passait autour d'elle. Elle avait appris à reconnaître les termes techniques, les noms des systèmes, les petites habitudes des ingénieurs et les défauts de certaines machines. Elle n'avait jamais eu de diplôme. Elle avait arrêté l'école à 17 ans pour s'occuper de sa mère malade. Jamais pris l'avion. Jamais quitté le Bronx. Mais elle avait de la mémoire, de la patience, et surtout une observation fine des choses que les autres ne regardaient plus. Là où les experts voyaient des schémas numériques et des algorithmes, elle voyait les gestes, les tensions, les connexions physiques que le monde moderne avait oubliées. Alors que le vacarme technologique s'intensifiait dans la salle de contrôle et que les regards commençaient à se baisser sous la pression de l'échec, Maria, elle, passait simplement dans le couloir. Elle s'arrêta en face du panneau de contrôle mural, d'un gris métallique. Les voyants rouges clignotaient, comme une alarme sourde. Rien de spectaculaire, mais quelque chose attira son attention. Elle fronça légèrement les sourcils. Elle connaissait ce boîtier. Elle le nettoyait toutes les semaines. Et aujourd'hui, quelque chose clochait. Elle s'agenouilla doucement, comme si elle arrangeait une serviette tombée de son chariot. Son regard examina le boîtier. À travers la petite grille de ventilation latérale, elle aperçut un câble noir, trop tendu, étiré comme un nerf prêt à rompre. Elle resta un moment immobile devant le panneau. Les lumières rouges continuaient de clignoter, régulières, comme le battement d'un cœur affolé. Puis elle se redressa lentement, tapota ses genoux, jeta un coup d'œil vers la salle de contrôle remplie d'hommes et de femmes en costard ou en chemise déboutonnée par le stress. Elle savait que ce qu'elle allait faire n'était pas prévu. Qu'on lui dirait probablement de retourner à son chariot. Mais quelque chose en elle, un instinct vieux comme ses années de survie, lui disait que si elle n'agissait pas maintenant, personne ne le ferait. Elle inspira, essuya ses mains sur son uniforme, et fit quelques pas vers le groupe d'experts. La voix lui tremblait un peu, mais elle ne fuyait pas. « Excusez-moi, vous utilisez le système de sécurité GX-92 » Le groupe se figea, se tourna vers elle comme un seul homme. Des visages épuisés. Des regards confus. Et au milieu de tout cela, une voix tranchante, légèrement méprisante, fusa. « Oui, pourquoi ?» C'était Jared Flynn,
l'un des ingénieurs du MIT, les manches retroussées, les nerfs à vif. Il regarda Maria de haut en bas comme s'il venait de voir une touriste perdue au milieu d'un centre spatial. Maria baissa les yeux un instant. Puis, relevant doucement la tête, elle dit. Je crois que le GX-92 a un défaut connu. Si le câble de pression est trop serré, il déclenche une alerte anti-intrusion automatique. Ça verrouille tout. Même les accès d'urgence. Un silence lourd, coupant. Les ingénieurs se regardèrent, certains fronçant les sourcils, d'autres affichant des rictus d'incrédulité. Puis un éclat de rire sec s'éleva. C'était Elliot Marsh, le cryptographe israélien, au bord de l'épuisement, qui lança d'un ton ironique. « Et vous avez lu ça où ? Dans le manuel du ballet ?» Quelques-uns sourirent. D'autres détournèrent le regard, gênés. Mais Maria ne broncha pas. Elle sentit ses joues chauffer sous la honte, mais ne recula pas. Elle planta ses yeux dans ceux de l'ingénieur, d'une voix plus calme et assurée. Non. Je l'ai entendu il y a 2 ans. Quand j'astiquais les murs de la salle serveur. 2 techniciens en parlaient. J'ai reconnu le boîtier tout de suite. Il faut juste desserrer le câble principal. Pas beaucoup. Juste assez pour relâcher la tension du système. Elle s'attendait à ce qu'on lui dise de partir. Mais une autre voix s'éleva. Plus grave. Plus autoritaire. Michael Grant. Il s'était approché sans bruit, les bras croisés. Il avait tout entendu. Il fixa Maria quelques secondes, sans dire un mot. Puis, d'un ton tranchant, calme et précis. Essayez ce qu'elle vient de dire. Maintenant. Aucun expert n'osa contester. Un jeune technicien nommé Liam Reynolds, nerveux mais consciencieux, s'approcha du panneau. Il desserra les vis avec lenteur, glissa sa main gantée à l'intérieur et toucha le câble noir tendu. Il le relâcha, juste un peu. Un clic sec. Le panneau clignota. Le rouge disparut. Les voyants passèrent au vert. Un bip sonore résonna, puis un second clic métallique plus fort, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent automatiquement dans un souffle. Les experts restèrent figés. Le silence fut brisé par le battement régulier de l'horloge murale, 14h52. Il restait 8 minutes avant la réunion. Michael tourna lentement les yeux vers Maria. Pendant un instant, il ne dit rien. Puis, à voix basse, presque comme un aveu. Vous venez de sauver un contrat de 300 millions de dollars. Maria, droite, humble, répondit simplement. Je voulais juste aider. C'est tout. La réunion tant attendue se déroula à l'heure, dans la grande salle vitrée du 45e étage. Les représentants japonais, jusqu'alors prêts à annuler leur venue, étaient à présent tous assis, souriants, impressionnés par la gestion rapide de l'incident technique. Le contrat fut signé sans heurts. Michael Grant empocha un partenariat stratégique estimé à plus de 280 millions de dollars sur les 10 prochaines années. Son empire venait d'être consolidé, grâce à une femme que personne n'avait jamais vraiment regardée. Ce soir-là, dans le silence de son immense bureau tapissé de bois sombre et de tableaux modernes, Michael regardait les lumières de la ville. Il repensait au regard de Maria, à sa voix hésitante, à la précision de son observation, et surtout à l'arrogance des experts qu'il avait méprisés. Il décrocha son téléphone. Demandez à Maria Coleman de me rejoindre. Immédiatement. Quelques minutes plus tard, Maria entra, timidement, dans la pièce. Son uniforme était encore humide de son dernier nettoyage. Elle s'arrêta à l'entrée, droite, digne, sans oser trop s'approcher. « Bonsoir, monsieur Grant. Vous vouliez me voir ?» Michael s'avança, seul, sans sa garde rapprochée habituelle, et lui tendit la main. « Maria. Ce que vous avez fait aujourd'hui dépasse tout ce que j'ai vu ici en 20 ans de carrière. Vous avez sauvé mon entreprise, sauvé des emplois, sauvé une décennie de travail. Et pourtant, personne ici ne connaissait même votre nom. » Il marqua une pause, puis ajouta, avec une sincérité rare. « C'est une honte. Mais à partir d'aujourd'hui, cela change. » Il appuya sur un bouton. La cloison de verre s'ouvrit. Tous les cadres de l'entreprise, les chefs de département, les ingénieurs et les techniciens étaient là, alignés.
Certains, gênés, reconnaissaient Maria pour la première fois. Michael se tourna vers eux. Je vous présente Maria Coleman. Celle que vous avez croisée sans jamais lui parler. Celle que vous avez ignorée dans les couloirs. Celle qui a écouté, appris, et trouvé la solution que 10 ingénieurs n'ont pas su voir. Il se tourna vers elle, ému. À partir d'aujourd'hui, je vous nomme responsable adjointe de la logistique technique. Vous suivrez une formation complète, avec les meilleurs, et vous serez à la tête d'une équipe. Votre salaire passera de 2000 $ à 11 500 $ par mois. Un silence suivit. Puis, un tonnerre d'applaudissements éclata. Certains baissèrent la tête, honteux de leur comportement passé. D'autres vinrent vers elle avec des félicitations sincères. Maria, bouleversée, sentit ses jambes trembler. Elle retint ses larmes, mais sa voix se brisa en murmurant. « Merci, Monsieur Grant. Je voulais juste aider. Je n'ai jamais eu de diplôme. Mais j'ai toujours écouté, observé, appris. J'ai fait de mon mieux. » Quelques mois plus tard, dans le studio modeste d'une chaîne de télévision locale, Maria fut invitée à raconter son histoire. Elle portait un tailleur simple, ses cheveux relevés élégamment, et un badge où figurait désormais son titre officiel. La journaliste lui demanda. « Maria, que ressentez-vous, aujourd'hui, après ce bouleversement dans votre vie ?» Elle marqua un temps, regarda la caméra, puis répondit avec son éternel sourire calme. « Vous savez, pendant longtemps, on m'a fait croire que j'étais juste une femme de ménage. Que mon rôle était d'être invisible. Mais ce jour-là, j'ai compris que la connaissance ne vient pas toujours d'une école. Quand on est curieux, humble, et qu'on n'abandonne pas, on finit toujours par être au bon endroit, au bon moment. » Elle fit une pause, puis ajouta. « Et parfois, il suffit d'oser parler. » Depuis ce jour, une plaque a été posée à l'entrée de la salle serveur de la Tour Grand Echo. Ici, le 3 mars 2025, Maria Coleman a rappelé au monde que l'intelligence n'a pas de titre, et que le silence des humbles peut changer le destin des puissants.